Le permis viande. Trame et ossature à développer sur une idée originelle de Romain B. Fiction novellis, radionovelle. Pitch ou synopsis. Droit d'acheter de la viande subordonnée à l'obtention d'un permis de viande, dans lequel il faut tuer soi-même un animal dont on souhaite pouvoir acheter pendant 5 ans des mets contenant l'espèce choisie. Une habilitation spécifique vient préciser et détailler le permis de viande. Par exemple, l'habilitation cochon, l'habilitation lapin. Tranche numéro 3/8, quelques requérants et requérantes. Il y a eu le gars qui vient déguisé avec son sabre accoutré d'une armure de samouraï, approximative, mal imitée, mal fagotée, tenue pourtant méticuleusement confectionnée à la manière d'un artisan passionné, armure faite de plastique et de carton, des parties recouvertes de tissu finement ciselées, la patience et la passion d'un artiste. Le guichet d'accueil avait dû créer des complications procédurales et administratives pour le refouler avec un excès de politesse. Il était venu avec en tête une justification précise et valable selon lui. Outre le fait d'étraîner son armure et de la dévoiler publiquement, les symphonies matinales, oui, les mélopées douces et fruitées des oiseaux et les cymbales des coqs. Il avait commandé un coq pour son habilitation. En effet, la présence sonore des coqs, leur participation à la chorale. Oh, très bien, car une fois passée l'éruption matinale de chants de victoire ou de mobilisation des troupes, qu'importe, cela avait fini par titiller. Les coqs, comme des cymbales intempestives, prenaient leur place dans la partition. Ce chant comme l'avènement triomphal de la levée d'un jour nouveau, une ode à l'instant présent, infini et victorieux. Il était prêt à croire à ces sornettes, bah, et même à des histoires réduites, à des versions délavées, comme le réveil des vocalises, l'échauffement des premières gammes à la rigueur. Le coq qui assoit son autorité sur son cheptel, qui proclame son règne sur tout le royaume. Mais il y avait un hic, un sérieux problème. Certains jours, des luttes sonores semblaient s'engager entre deux protagonistes de la catégorie gallinacée. Ce serait à qui aurait le dernier mot. Des concours, des défis à distance avaient lieu, parfois jusqu'en milieu, en fin d'après-midi, où reprenait pour un oui ou pour un non. Pour tenir son rang, fallait tenir le crachoir, le dernier, avoir le dernier mot. Parfois, le match semblait fini. 10 secondes s'écoulaient, s'égrenaient, et l'un d'eux, tel un coup de clairon, remettait une pièce dans la machine. Il ne se déclarait pas vaincu. Non, jamais, au grand jamais. Alors le gars pensait simplifier et nettoyer la situation en s'en prenant de facto à l'un des protagonistes de ces matchs sonores. Il agissait ainsi pour la quiétude et la normalité des mœurs animales de sa campagne, un bienfait simple et anonyme. Et aussi faire d'une paire de coups un ricochet fertile en quelque sorte. Car outre son apport social et invisible, il aimait le coq au vin depuis le souvenir déformé d'un repas de midi, ressentir les premiers effets d'ivresse avec cette sauce. On est conduite pour raisons administratives, semble-t-il, pas trop de détails, l'avait attristé 3 semaines durant. Il y eut aussi alors
Ce gars qui vient avec une batte de baseball, un gourdin tel un homme préhistorique, selon son imaginaire. Pour un mano à mano, un patte à mano, enfin bref, pour un corps à corps. Pour un duel sans concession. Il arrêtera rapidement de venir suite à son habilitation d'Inde. Face à un dindon dans la salle au carrelage blanc, dindon qu'il avait jugé bavard et qui le gloutait à tort et à travers. L'homme prit position, sang de la pièce, jambes légèrement fléchies, muscles tendus, souffle maîtrisé, solidement ancré au sol, solide, massif, en position de batteur de baseball, qui a avancé sans bouger les bras pour ne pas dévoiler son jeu ou attirer l'attention. Il laissa alors le dindon s'époumoner et gambader en rond, comme ça, dans la pièce, le relançant par une imitation assez réussie. Lorsque celui-ci s'immobilise hors de son périmètre d'action, le dialogue se poursuit jusqu'à ce que le curieux, amadoué par ses cris, pas si mauvais, se rapproche. Et là, le coup unique porté fut si magistral que la tête et le cou de l'adversaire allèrent s'éclabousser sur le mur. Il s'évanouit. Direction l'infirmerie. Ces images hantèrent ces nuits. Le gars qui amène un hérisson, un écureuil, et etc. Devançant les éventuels marchés, jouant l'homme d'affaires inspiré qui marche au clair perpétuellement pressé, n'oubliant pas de prendre parfois la pause, l'air songeur, rêveur devant les couchers de soleil. En cas d'arc-en-ciel, alors là, il sortent le grand jeu. Il engage même la conversation, prend ostensiblement des photos, en parle ému au guichetier du centre d'habilitation, partage le soir les photos sur les réseaux sociaux. Il se défendra ainsi par anticipation vertement de l'insulte qui était devenue sadique et torsionnaire. Insulte que des esprits malades auraient pu utiliser pour l'accabler, pour le flétrir. La vie d'un entrepreneur est déjà pas facile. Puis les jaloux s'entreportent, prompts à dégainer, à utiliser tout ce qui leur passe sous la main. L'ombre de ces mots et concepts honnis, sadiques, torsionnaires, plane encore pesante, menaçante. La plaie collective est encore vive. La cicatrisation est lente. Il se cache peut-être à lui-même la jouissance que lui procure l'acheminement lent, codifié, ritualisé des animaux vers la mort. Mais, lors de la mise à mort des bêtes, certains rictus de son visage le trahissent néanmoins. Les caméras de vidéosurveillance sont froides et implacables. Et puis tout de même, passer 10 minutes sur un écureuil, et aussi cet autre passage d'habilitation, presque un jeu d'acteur. La bête, un chevreuil d'élevage et le gars calculateur. Le chevreuil, sous-pesé d'un regard en entrant dans la pièce, pris au kilo, calcul, estimation. L'homme a deux instruments, un dans chaque main. Son plan, assommer et tuer, net et sans bavure. L'employé lui avait dit avant d'entrer dans la salle, peu de gestes, c'est peu de souffrance. Les choses étaient simples. Il était allé faire de longs et fréquents repérages aux zoos, analyse des déplacements du comportement en cas d'attaque. La bestiole était véloce et aux besoins vive et réactive. Bah, il le savait que l'adhérence des sabots sur le carrelage serait moindre, et de beaucoup. Sitôt entré dans la pièce en une fraction de seconde, le calculateur méticuleux et appliqué se rappela leur vélocité proverbiale. Il l'avait lu. Un animal blessé et imprévisible, il le savait. Ne pas sous-estimer l'instinct de survie de la bête. Il s'attendait à son entrée à voir une bête apeurée, recroquevillée dans un coin de la pièce, tremblante dans cet environnement inconnu, donc hostile. Ou alors la bête viendrait rapidement chercher caresse et réconfort. Les choses étaient simples. Tuer, net et sans bavure. Il en était là. Les choses étaient simples, nettes et sans bavure.
Il n'en fut rien. La bête était immobile, stoïque, droite sur ses pattes. Seuls ses naseaux frémirent dans la première minute. Les yeux étaient fixes, il ne sciait pas et avait l'air de jauger l'autre présent dans la pièce. Il s'agit alors de porter la première estocade. Voyant que le chevreuil n'est pas intimidé pour un sou, il fait mine de se soumettre ostensiblement en baissant les yeux, puis la tête, puis de s'affaisser un peu, les épaules tombantes. Le chevreuil relâche alors sa surveillance l'espace d'un instant, en refusant de prendre l'ascendant sur cette soumission offerte. Regarde ostensiblement ailleurs, à son tour, agite les oreilles même, pour détendre l'atmosphère. L'homme, toujours tête baissée, simule un geste de repli poli, émet un grognement, un interrogatif, une sorte de ronronnement, et, se sachant à 1,50 m, allonge brusquement son bras et la lame qu'il a au bout. La bête n'a pas le temps d'esquiver l'ensemble du coup et se retrouve le flanc amoché, percé assez profondément. Le chevreuil est salement amoché, est salement blessé. Il est moins vif et véloce, là. Les sabots de l'animal glissent sur le carrelage. En appui contre le mur, il semble exténué. L'homme s'approche, les bras en l'air, dans un ronronnement qu'il veut victorieux. La bête, la tête baissée, semble vouloir panser sa plaie. Mais alors qu'il a portée de bras, d'une rapidité surprenante, ultime élan, puissant bond en l'air, coup de sabot en extension, l'homme est assommé net. Les deux tombent à terre. L'homme est conduit à l'infirmerie dans une aile de l'abattoir, les yeux fermés, où il entend le court échange des deux infirmières. Il s'est battu. Ça a l'air, en tout cas, il est ramassé. Il affectera à son réveil de faire le blagueur, les infirmières se contentant de sourire muet, absorbées par la réalisation des premiers soins. À l'examen approfondi de l'œil, comment vous a-t-il fait ça, s'enquiert penchée l'infirmière, d'une voix neutre, avec ses sabots, grommelle à voix basse et indistincte l'homme, touché dans sa chair, avec ses, dans le silence, avec ses sabots, c'était un chevreuil. L'infirmière s'approche de l'œil pour l'examiner. Puis, un vétérinaire entre dans la pièce. L'habilitation chevreuil n'a pas été délivrée. Le décès n'a pas été constaté. Un problème informatique s'enquiert inquiet l'homme en tournant la tête. Non, répond le vétérinaire chargé de constater, puis de notifier la mort de la bête. Puis il eut Margot, mère de famille d'origine campagnarde, qui fait sa propre, sans sadisme ni passion. Margot, Marguerite de son vrai prénom. D'ailleurs, elle se rappellera longtemps du sourire involontaire esquissé par le guichet qui l'accueille, du centre d'habilitation à l'énonciation de son prénom complet, pensant avoir compris la verrouillée. Elle avait des gestes précis et minimaux, selon les connaisseurs. Au départ, elle acheta pour un service, puis son nom, ses habilitations furent connus dans le coin. Elle fut même conviée à des repas de famille, de connaissances, car ayant permis ci de là la présence de chevreuil, ci de là de sanglier, là de canard. Et plus encore, Margot devint la figure totémique du lobby carnassier, l'emblème de la mort douce, concept qui tente de répondre au bien vivant, du savoir patrimonial de nos campagnes, de l'expertise expérimentale, porte ouverte et tapis rouge pour qu'elle passe toutes les habilitations qu'elle demande. Portrait, interview, sa figure ronde devient photogénique pour la figure qu'elle est censée incarner, sans doute grisée par ses modalités. Margot alla la faute, en mordant le trait. Elle multiplia donc les habilitations et se fera coincer bêtement dans un supermarché d'une autre région par l'identification de ce cardion.
laissant penser à la mise en place d'un marché noir, d'une filière de revente, ce qui était faux. Personne ne vint à ses rescousses, lâché en rase campagne, et même jeté en pâture. La chute de Margot. Les présentateurs reviendront à Marguerite, l'un d'eux dans un large et franc sourire carnassier rappelant même que Marguerite jouait dans La vache et le prisonnier avec Fernandel. On la pique, on la pousse dans ses retranchements, on la rudoie pour obtenir en vain des réactions indignées, bestiales, ficelées entre plusieurs intervenants, offensifs, incisifs qui auraient déchiqueté n'importe qui si ordre leur avait été donné. Margot était trop honnête et trop compréhensive dans les débats. Elle n'allait pas dans la fosse pour les combats de boue, à coups larvés de formules définitives, lapidaires et sanglantes. Ainsi, Margot était passée à la moulinette, était mise sur le grill avec délectation, par des cuissons en cravate, affables et pomponnées. Le lobby de viande et sa colossale force de frappe, sa puissance de feu médiatique ne vint pas à la rescousse pour la sauver. Trop honnête et trop compréhensible, pas assez bankable pour fournir de la bonne chair à buzz, pas assez combative et fourbe pour que, une fois passé, des séquences de sadisme télégénique, séances qui marchent qu'un temps, on puisse en redemander. Ici, on se lasse. Au fur et à mesure, donc, on l'invita de moins en moins. Tout au plus donna-t-elle sa pleine mesure. Discours posé, compréhensif, argumenté, dans des émissions tardives. Elle sera réhabilitée avec le temps, deviendra même une figure tutélaire de la cause, une icône salie injustement. Son absence embellissait même son image iconique.